Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui avait fait débat il y a 10 ans lors de la parution des chapitres chaque semaine de la série. Pendant de nombreuses semaines, sur les différents forums sur le net, les lecteurs de Naruto se battaient pour savoir qui se cachait derrière l'image de Tobi. Certains étaient sûrs que c'était Obito, d'autres que c'était Madara, et un petit nombre ont même été jusqu'à émettre l'hypothèse que Tobi était Madara dans le corps d'Obito. Il y avait quoi devenir fou à l'époque. Bon, maintenant, cela fait bien longtemps que nous connaissons l'identité de l'homme masqué. Mais j'aimerais revenir sur ce débat, car c'est un fait que nous retrouvons très souvent dans les séries, notamment sur les séries qui ont un temps de vie très long. Si vous sortez d'une grotte ou que vous ne connaissez pas les aventures du père de Boruto, je vous invite à voir les vidéos 5 choses à savoir sur Obito et sur Madara, et également sur les autres si vous le souhaitez. Revenons à présent 10 ans en arrière. Ayant fait défiler les pages de forum pour cette vidéo, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Voici une petite sélection qui m'ont fait sourire. Tobi ne peut pas être Obito, même si le fait que dans le dernier scan, on voit le visage moitié Kakashi, moitié Tobi, et à l'allusion de la dimension Kamui, Tobi ne peut pas être Obito. Car logiquement, pourquoi quelqu'un avec une volonté ressemblant à celle de Naruto deviendrait aussi méchant subitement? Puis lors de l'attaque de Kyuubi, comment un ninja de l'âge de Kakashi, censé être mort, aurait pu invoquer Kyuubi et tenir tête à Kyuubi? C'est peut-être le petit frère de Madara, vu qu'il avait donné ses jus à Madara, mais qu'il a récupéré d'autres Sharingan comme Danzo. Si j'ai bien compris, tu penses que Tobi est égal Obito, mais comment Obito ayant le même âge que Kakashi puisse à 14 ans invoquer Kyuubi et tenir tête à Minato? Sérieusement, même Itachi n'était pas aussi doué. Alors comment un raté de Uchiwa pourrait le faire? Je pense que Kishimoto veut faire croire que c'est Tobi pour faire durer le suspense. Ah là là, c'était quelque chose, hein. Il y en avait pas mal, des théories assez marrantes comme ça sur ce forum. Mais il y avait aussi un commentaire, une personne, il était tout seul contre tous même, qui avait réussi à voir clair dans le jeu de Kishimoto. Je vous partage sa théorie de l'époque. De toute façon, à l'heure actuelle, il y a 90% de chances pour que Tobi soit Obito. Déjà, point important, Tobi est forcément lié à Zetsu car il déclare maîtriser les Izanagi sous sa forme parfaite. Il raconte à Conan qu'il y est parvenu en copiant Hashirama Senju. Or, Sasuke, Itachi, Kakashi, etc. ont côtoyé des Senju et sont loin de son niveau. Seul Zetsu, possédant une partie de son corps lié à Hashirama, peut lui offrir ce pouvoir. Pourquoi s'être lié à lui? Tout simplement pour guérir son corps endommagé. Durant son duel face à Minato, son bras broyé a été retrouvé grâce à ses facultés. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour un œil? Ensuite, il faut mettre en avant autre chose. Tobi tente de manipuler tout le monde. Cependant, il est lui-même manipulé. Il n'y a qu'à voir son comportement vis-à-vis de Kakashi dans le dernier scan. Quand Kakashi doute de son identité et lui dit « Toi », Tobi réplique fortement en lui disant de se taire et que les mots venant d'une personne comme lui ne valent rien. Il y a de la rancœur entre ces deux hommes. Et mis à part quelques individus, rares sont ceux qui connaissent les circonstances de la mort d'Obito, et encore moins qui pourraient en vouloir à Kakashi. L'expression « je veux créer un monde où les héros n'auront plus à se cacher » des excuses pathétiques. Le « il est trop tard pour les remords » met sans aucun doute en avant le fait qu'Obito tel qu'il fut auparavant est mort. Obito n'est jamais mort, il a été récupéré par quelqu'un, peut-être Madara, et ce dernier l'a manipulé, déclarant que Konoha l'a abandonné, que Kakashi était un traître. Les mots sont plus importants que des idées. Le chapitre précédent met clairement en avant le lien entre Kakashi et Tobi par le biais des yeux. Les mots, eux, s'ils sont analysés et que la traduction est correcte, affirment que Tobi est bien Obito. Au début de l'année, on nous avait dit que 2012 serait l'année Kakashi. J'en viens à me demander si, au final, cette guerre ne résulte pas des actes de Kakashi durant la dernière grande guerre. Comme tout le monde, je peux me tromper, mais il y a de faibles chances. Et effectivement, il avait vu juste. Bon après, je vais être honnête avec vous, moi à l'époque, j'étais persuadée que c'était Madara. Parce que tout était trop clair, trop logique, trop visible. Bon, depuis j'ai compris que dans les shonen, on ne pousse pas le bouchon trop loin en termes d'écriture et de retournement de situation. Bon, c'est bien beau tout ça, on rigole bien en voyant ces commentaires qui datent d'il y a 10 ans, mais vous vous demandez où est-ce que je veux en venir? Eh bien c'est assez simple. Vous l'avez vu dans le titre, je vais traiter le fait, car oui, pour moi c'est un fait, que Tobi n'est ni Obito ni Madara lors de sa première apparition dans l'œuvre. Tobi apparaît comme nouveau membre de l'Akatsuki suite à la mort de Sasori face à Sakura et grand-mère Shio. Il est présenté comme un individu enfantin, loufoque, qui a pour rôle d'être le personnage comique. Les actions de Tobi tout au long de la série ont eu un effet irrémédiable, tel que la donation des Rinnegan à Nagato, l'attaque de Kyuubi qui a amené son scellement en Naruto et le décès de ses parents, le soutien lors de la mise à mort du clan Uchiwa, la création de l'Akatsuki. Enfin, vous l'avez compris, on va pas refaire toute l'histoire, Tobi a fait énormément de choses. En fait, il a fait tellement de choses que cela a créé de nombreuses incohérences dans l'histoire. Revenons un petit peu sur les éléments historiques que nous avons. Allez, je sais que ça vous avait manqué, on va faire un petit peu de mathématiques. Kakashi et Obito ont le même âge. Kakashi a 27 ans au début du manga, Obito se fait écraser par le rocher à environ 12 ou 13 ans. L'attaque de Kyuubi se fait 12 ans avant le début du manga, donc
Kakashi et Obito ont environ 15 ans. Gardons cette dernière info de côté. Minato et Nagato ont pour point commun d'avoir le même maître, Jiraiya. Minato a 24 ans lors de sa mort. Nagato meurt à l'âge de 35 ans. Sa mort se passe 15 ans après la mort de Minato. Donc Nagato a 20 ans quand Minato est mort. Ils ont 4 ans d'écart et donc Nagato a 9 ans de plus qu'Obito. Difficile donc pour Obito d'implanter les Rinnegan à Nagato. Forcément, à l'époque, il était encore dans les roubignoles de son père. Ce qui nous est dit dans l'œuvre, c'est que c'est Madara qui l'a fait. Or, Madara avait déjà dépassé la date de péremption depuis un moment à ce moment-là. Il est donc dur de penser qu'une quinzaine d'années avant sa rencontre avec Obito, il était assez en forme pour transplanter les pupilles à l'enfant. Mais là encore, nous pouvons trouver la justification des Zetsu, tout comme pour la récupération du corps d'Obito par ailleurs. Maintenant, intéressons-nous à ce qui fait encore énormément débat dans la communauté de fans de Naruto, l'attaque de Kyuubi. Obito l'a orchestré suite au fait qu'il a assisté à la mise à mort de Rin par Kakashi. Au moment de l'attaque de Kyuubi, Obito et Kakashi ont tous les deux 15 ans. La seule différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que Obito n'a plus son corps d'origine à 100% et qu'il a des gènes de Zetsu. Il en a même beaucoup puisque ça lui a reproduit la moitié de son corps. Nous l'avons vu dans la série, en grande majorité, les ados, même les garçons de 14, 15, 16 ans, sont toujours plus petits que les adultes. Or, lors de l'affrontement entre Tobi et Minato, nous sommes face à deux individus à l'âge adulte et à la taille adulte. Ce qui est étrange vu que Obito est censé être plus petit. Et pour le coup, ça ne peut pas être Madara à ce moment-là, puisque s'il n'était pas encore mort, il était plus liquide que vivant. Et la justification à cela, c'est que c'est à cause des cellules Zetsu que Obito est plus grand. Ces fameuses cellules seront d'ailleurs la réponse à bon nombre d'interrogations telles que le level up d'Obito très rapide par exemple. Il y a énormément d'éléments sans explication, comme le fait que Minato ne reconnaisse pas Obito grâce à son chakra. Il était un ninja sensoriel. Comment n'a-t-il pas pu reconnaître le chakra de son élève? La réponse est simple, c'est la même que celle de la différence de taille d'Obito, ce serait à cause des cellules du Zetsu. Nous n'allons pas énumérer les nombreuses ombres scénaristiques sur le tableau Naruto, mais prenons maintenant un peu de recul. Si l'on prend l'histoire de Naruto en intégralité, on peut rapidement constater que lors des grosses intrigues, les réponses aux nombreuses interrogations, quand ce n'est pas les agissements d'Itachi pour Sasuke, eh bien souvent c'est la faute de Tobi. Tobi était de mèche avec Danzo pour le génocide des Uchiwa. Tobi était responsable de la manipulation et de la mort d'un Mizukage, etc., etc. Sauf que tous ces agissements ne vont pas avec les deux personnages Obito et Madara. Il y a toujours une ombre sur la réponse, un sentiment de raccrochage de wagon. Et la raison, elle est assez simple, puisque lorsque Kishimoto a intégré le personnage de Tobi, il n'avait aucune idée de qui ce serait. Le personnage de Madara prend réellement du relief, de la consistance, que très peu de temps avant la 4ème Grande Guerre. Le fait que le chapitre qui fait la transition entre les deux parties de Naruto, Kakashi Gaiden, présente le personnage d'Obito n'est également pas une justification sur l'identité de Tobi. Au contraire, c'est peut-être en refeuilletant ce chapitre qu'il a pris la décision que Tobi serait Obito. Mais avant ça, Obito était bel et bien mort, et Tobi n'était ni lui, ni Madara. Beaucoup justifieront que finalement, c'était prévisible que Tobi soit Obito par rapport à son apparence. Le fait que l'on ne voit qu'un seul œil, et qui plus est celui restant de Obito suite à son accident, ou encore sa coiffure, seraient des indices flagrants. Sauf que, excusez-moi, mais dans la première partie de la seconde de Naruto, un autre personnage était relativement similaire, remplissait les conditions et était le candidat idéal pour vouloir faire des trucs chelous avec la génétique. Danzo avait, comme par hasard, des bandages sur l'œil gauche, le seul œil que montrait Tobi. Et plus tard, nous avons eu la révélation qu'il cachait à Sharingan. Et en plus, en termes de chronologie, Danzo aurait très bien pu être responsable de tous les actes de Tobi. Alors, est-ce que Danzo était la première idée d'identité de Tobi, ou alors avait-il pour rôle de semer le doute pour les lecteurs? L'idée que Kishimoto ait créé un personnage sans réellement connaître son identité n'est absolument pas une chose inédite, et ce genre d'événement est très souvent présente dans les séries manga très longues dites fleuves, mais même dans les séries. J'en veux pour preuve de la série Lost, Les Disparus. Les auteurs, lors de l'écriture de la première saison, ne savaient absolument pas où allait mener la série. Ils n'en connaissaient pas la fin, et n'étaient même pas sûrs de pouvoir donner des raisons plausibles aux différents événements dans l'histoire. Pour le cas Naruto, c'est la même chose. Kishimoto avait sûrement une idée de ce qu'était son histoire globale avec sa finalité. La preuve, dès le premier tome, la rivalité de Naruto et Sasuke est présente. Et c'est sur leur combat que se termine la série. Mais il n'avait pas d'idée précise des différents événements présents dans l'histoire. C'est pour cela que le lecteur voyait l'arc Pain comme le dernier arc de la série. La série aurait très bien pu se clôturer là-dessus. L'arc de la 4ème Grande Guerre a eu pour rôle, selon moi, de répondre aux différentes questions présentes tout au long de la série, et finalement, elle en a créé de nouvelles, notamment avec Kaguya qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe et qui, dans le manga j'entends, fait finalement de la figuration en termes de méchant.
Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il est important d'insister sur l'idée qu'il faut savoir faire la différence entre les informations qui nous sont données dans une œuvre, leur qualité, et également ce que nous lisons entre les lignes et ce que nous comprenons. Être auteur est un travail très dur et endurant. Les conditions de travail des auteurs de manga au Japon sont plus que discutables. C'est pour cela que, même si les œuvres que nous apprécions présentent des incohérences ou des événements qui ne nous plaisent pas forcément, nous devons d'être respectueux envers le travail fourni. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé d'un sujet que je trouvais très intéressant et que j'aimerais encore partager avec vous. Parler des coulisses, entre guillemets, des œuvres qui nous plaisent avec un petit côté analyste pour se rendre compte de la démarche du travail fourni. Bref, en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer avec un petit like et à commenter, ça fait toujours super plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!